Aujourd'hui, on va parler de la TVA en LMNP. Alors j'ai souvent la question de clients qui prennent des rendez-vous de conseil avec nous et qui sont un peu perdus par rapport au fait de savoir s'ils sont soumis ou non à TVA, ce qu'il en est pour les loueurs de gîtes, ce qu'il en est pour les loueurs en résidence-service comme les EHPAD ou autres types de résidences, ou même tout simplement pour les gens qui font de l'investissement locatif. Alors tout d'abord, il faut savoir que par défaut, les activités de location meublée sont exonérées de TVA, et ça c'est vous qui le renseignez lorsque vous créez votre sirène sur l'INPI, puisque quand vous arrivez au moment de choisir le régime de TVA, vous indiquez activité exonérée de TVA. Cela est totalement logique, car si on peut se dire que, ok, si je suis soumis à TVA, je peux récupérer la TVA sur mes dépenses, comme par exemple l'achat de meubles ou des prestataires de services que je paye pour ma location meublée. Par contre, à défaut, ça veut aussi dire que je dois collecter les 10% de TVA sur mes loyers que je facture à mes locataires. Donc au final, si vous ne faites pas une activité spécifique, vous êtes largement perdant puisque vous allez finalement encaisser plus que vous allez décaisser. Donc il est vivement conseillé de ne pas être soumis à TVA lorsque vous êtes loueur meublé et que vous facturez à des particuliers. Ce qui est le cas si vous faites de la location classique ou même que vous faites de l'hébergement touristique où vous visez principalement des particuliers. Mais alors pourquoi est-ce que du coup certaines personnes sont soumises à TVA en LMNP ? En fait, le cas le plus répandu c'est les résidences-services, comme par exemple résidences étudiantes, EHPAD, villages vacances, résidences de tourisme d'affaires, etc. Tout simplement parce que quand un loueur fournit au moins 3 des 4 services par hôtelier, il ne peut plus être exonéré de TVA et doit choisir un régime. Donc pour rappel, voici la liste des 4 services para-hôteliers. Il y a donc le service du petit déjeuner en 1, donc ça c'est fournir le petit déjeuner au locataire, donc soit dans les chambres ou dans les appartements, soit dans un local aménagé permettant la consommation sur place, par exemple dans les hôtels quand vous allez vous servir à un buffet. En 2, on a le nettoyage régulier des locaux, donc proposer le nettoyage des locaux de manière régulière, même si le client ne souhaite pas profiter de ce service. Donc typiquement, si vous faites du Airbnb et que vous faites le ménage à l'entrée et au départ des locataires, c'est pas considéré comme un service para-hôtelier qui est acquis, tout simplement parce qu'en fait c'est vraiment à l'entrée et à la sortie. Par contre, quand vous êtes dans les hôtels, vous savez, il y a le nettoyage des communs qui se fait tous les jours. Tous les jours, quelqu'un viendra changer votre linge ou nettoyer votre chambre, même si vous restez pendant une semaine, etc. Donc voilà où est la différence. Donc en fait, quand vous faites du Airbnb, soyez rassurés, ce n'est pas considéré comme du coup un service para-hôtelier qui est fait. Ensuite, il y a la fourniture et le linge de maison, donc fournir le linge de maison tel que draps, serviettes, etc. pendant le séjour des locataires. Et en 4, la réception de la clientèle. Donc ça, c'est offrir un service de réception qui peut être assuré en personne, c'est-à-dire avec un standardiste ou une standardiste, ou par exemple un système électronique, et qui peut se dérouler dans un lieu différent du logement. Donc en bref, si vous avez un système de boîte à clés automatique, c'est quand même considéré comme la réception de la clientèle. Donc en fait, quand vous faites du Airbnb, typiquement, le service du petit déjeuner n'est pas fourni et le nettoyage régulier des locaux n'est pas fourni. Par contre, les deux autres le sont. Donc vous êtes finalement à pas grand-chose d'être considéré comme loueur fournissant au moins 3 des 4 services par hôtelier, ce qui veut dire que vous pourriez être soumis à TVA. Donc attention à ceux qui proposent les services de petit déjeuner en plus. Une fois qu'on sait ça, on se dit ok, donc si jamais je réponds à ces critères, donc des fameux 3 sur 4 services, alors je dois choisir un régime de TVA. Et là, vous avez 3 options. Donc il existe le régime de franchise en base de TVA. Donc ça c'est pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas certains seuils. Donc vous avez le droit à la franchise en base, ce qui veut dire qu'en fait vous n'allez pas collecter de TVA ni déduire de la TVA jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc à savoir que pour les activités de logement classées, c'est 85 800 € et 34 400 € pour les activités de location d'appartements classiques non classés. Ensuite, vous avez le régime réel simplifié. Donc ça va être le régime au-delà de la franchise en base le plus utilisé. Donc c'est pour les entreprises qui font moins de 818 000 € de chiffre d'affaires. Sinon ensuite, il faut passer au régime réel normal. Mais je vais même pas en parler dans cette vidéo parce que c'est vraiment une extrême minorité de personnes. Et donc avec ce système-là, dès le premier euro, vous devez tout simplement du coup collecter et décaisser de la TVA et vous pouvez faire des déclarations donc soit annuelles, soit trimestrielles. Donc voilà, au risque de me répéter, vous avez bien compris, quand vous fournissez des services para-hôteliers, vous devez choisir un régime de TVA. La plupart du temps, les gens vont en fait prendre le régime de la franchise en base, ce qui veut dire que vous allez être exonéré jusqu'à 34 400 ou 85 800 € si le logement est classé. Donc, typiquement, oui, vous êtes assujetti à TVA, mais pas sur les premiers euros. Donc, vous ne pourrez pas déduire de TVA sur vos factures tant que vous n'avez pas dépassé le seuil, mais d'un autre côté, vous n'allez pas non plus collecter de TVA. Donc, si par exemple, vous affichez votre nuitée à 60 € dans votre gîte ou sur votre logement, enfin peu importe, du coup, c'est 60 € hors taxe. Si ensuite vous franchissez le seuil, ça veut dire que vous allez toujours facturer 60 €, mais il y aura 10% de TVA là-dessus. Donc finalement, vous n'aurez plus que 54 € dans votre poche. Voilà où est la différence. Donc si jamais vous avez un gîte, il vaut mieux choisir le régime de franchise en base et faire classer votre logement. Par contre, si vous êtes en résidence-service, la différence, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui choisissent le régime réel simplifié, c'est que quand vous allez acheter l'appartement, vous allez pouvoir récupérer la TVA, donc les 20% de TVA sur le logement neuf que vous allez acheter. Donc du coup, on se dit, génial, j'achète un appartement 100 000 €, du coup, TTC, ça fera
coûtera 120 000 euros. Et comme vous allez être en régime réel simplifié, donc dès le premier euro, vous allez pouvoir collecter de la TVA, mais aussi la déduire, et bien l'État va en fait vous rembourser les 20 000 euros quelques mois après votre achat. Alors, ça peut être un excellent levier justement pour se faire un peu de trésor. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en résidence-service, il y a quelques banques, voire même une bonne partie qui disent bah non, on sait que les clients ils font ça pour avoir de la trésorerie. Nous, si demain on doit revendre le logement, on va pas le revendre aussi cher, etc. Donc souvent, ils font deux lignes, une ligne d'achat hors taxe et un crédit de TVA. Par contre, il y a encore certaines banques, notamment pour les bons profils qui ont de l'épargne, etc., qui peuvent vous faire un crédit classique sur 120 000 et quand vous récupérez les 20 000 euros de TVA, bah c'est acquis et c'est dans votre poche. Voilà. En plus, ce que je voulais dire ici, sur les résidences-services, c'est que comme l'exploitant qui est sur place, c'est une société. Donc, quand vous signez le bail avec lui, le contrat, donc souvent les baux c'est 9 ans ou plus, et bien en fait, il va vous dire ok, bah moi tous les mois, je m'engage à vous payer 600 euros hors taxe quoi qu'il arrive. Vous êtes en franchise en base, bon bah du coup vous allez envoyer une facture à 600, même si vous n'envoyez pas de facture, mais voilà, on se comprend. Et vous êtes en réel simplifié, vous allez envoyer une facture à 660, puisque du coup il y aura 600 hors taxe plus 60 de TVA. Donc pour lui ça change rien, pour vous ça change rien. Par contre l'avantage d'être au régime réel simplifié, c'est que du coup vous pouvez déduire sur vos factures que vous payez directement la TVA. Donc il vaut mieux opter pour ce régime dans ce cas de figure. Pour terminer la vidéo, si jamais vous dépassez un jour le seuil de franchise en base, donc vous allez payer de la TVA à partir donc du mois où vous dépassez le seuil, et l'année suivante, du coup, par défaut, vous allez être d'office au régime réel simplifié, puisque vous aurez dépassé le seuil. Donc si sur cette année suivante, finalement, vous repassez en dessous du seuil, vous pourrez appeler votre SIE pour leur demander à repasser en franchise en base, vous voyez. Donc ça peut alterner d'une année sur l'autre en fonction de si vous dépassez les seuils ou non. Globalement, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site elementp.i pour des conseils, pour faire votre comptabilité, ou tout simplement des simulations sur la location meublée. On est experts, on s'occupe de tout et on est les moins chers de France. Donc je vous invite à vous rendre sur le site, le lien sera en description. Et sinon, si vous avez besoin de conseils fiscaux ou patrimoniaux généraux, vous pouvez prendre des rendez-vous sur notre site Aniré Patrimoine ou Aniré Investissement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo. Encore une fois, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que ça aide au référencement et à distribuer l'information gratuite comme ça à tous les loueurs. Donc aujourd'hui, on est une bonne communauté, donc plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.